Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur cette émission où on va parler sous le haut patronage de la French PropTech de l'innovation face aux défis et aux enjeux climatiques. Les enjeux climatiques qui font la une des médias depuis des mois. Et pour ce faire, on a une très belle table ronde. Donc, avec des experts, des jeunes startups, des promoteurs installés qui vont pouvoir apporter leur vision, leur point de vue, des cas pratiques et ce qu'on peut d'ores et déjà faire. Franck Petit, Procivis. Bonjour Franck. Bonjour Jeanne. Procivis, tout le monde connaît? On en dit deux mots quand même? Procivis, tout le monde ne connaît pas. Nous, on est acteur national, promoteur, constructeur, aménageur foncier, bailleurs sociaux, également agent immobilier, syndic de copro. On est le seul acteur national à exercer l'ensemble de ces métiers avec une particularité, c'est qu'en plus on le fait sous l'égide de l'économie sociale et solidaire. Donc une partie de nos activités génère bien évidemment des résultats qui sont affectés à des missions sociales. Et à titre d'exemple, l'année dernière, pour 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on a engagé 96 millions d'euros au titre de missions sociales pour aider les copros dégradés, par exemple. Et on va voir ce que vous faites sur la partie des enjeux climatiques. Merci. Bertrand Erginger, excuse-moi si j'ai un peu écorché le nom, qui est Hydrao. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Jeanne. Hydrao, en deux mots. Alors, on est peut-être moins connu que mon voisin, mais alors Hydrao, c'est une société qui s'est donnée pour mission de proposer des solutions intelligentes pour préserver la ressource très critique qui est l'eau, que ce soit l'eau ou l'eau chaude sanitaire. On est connu pour un pommeau de douche qui change de couleur au fur et à mesure qu'on prend sa douche, qui a été pas mal médiatisé ces derniers temps. Et on innove avec de nouveaux produits comme des compteurs à eau connectés qui vont permettre un suivi fréquent, automatisé des consommations d'eau de l'ensemble des bâtiments. Voilà. L'eau qui est une denrée rare, on en reparlera, mais effectivement, avec Franck, il y a aussi de gros enjeux à ce niveau-là. Pour continuer de l'autre côté, Damien Curie, c'est ça? Cuny, excuse-moi. Composite, dis-moi deux mots. Donc nous, on est experts du carbone dans les matériaux de construction. On développe en fait une plateforme numérique qui va aller agréger et normaliser les données techniques et les données environnementales de tous les matériaux de construction. On a à peu près 50 000 références à date en base et on permet du coup au métier de la construction et au métier de la maîtrise d'œuvre d'aller faire des choix techniques éclairés. Super. Et pour finir, Jérôme Barthès, qui, lui, avec la société Lono, connecte l'ensemble des bâtiments, des logements. Tu nous en dis deux mots? C'est ça. Alors du coup, Lono, depuis 2016, on accompagne promoteurs, bailleurs dans la transition numérique des bâtiments et des logements, dans l'objectif d'avoir plus d'efficience énergétique, d'améliorer aussi les cadres de santé, qualité d'air, mais aussi de favoriser l'arrivée des services numériques dans les bâtiments, comme les bornes de recharge de véhicules électriques, le confort d'été dans les logements avec la RE 2020 qui va arriver petit à petit. Donc tous ces sujets où la technologie va pouvoir aider à avoir un habitat plus efficient. Avec votre scope extrêmement large, Franck, quelle a été la réflexion? Comment est-ce que, d'abord, est-ce que la réflexion sur les enjeux climatiques est une réflexion récente? Est-ce que aujourd'hui vous êtes passé à une échelle de dire on a choisi des solutions et on les déploie? Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que vous affrontez la RE 2020 qui est un gros enjeu pour l'ensemble de la promotion immobilière? Alors chez nous, ce n'est pas un enjeu récent puisque à travers nos missions sociales, on a aidé de nombreuses familles sur la précarité énergétique depuis une bonne dizaine d'années. Ça fait 20 ans qu'on fait des missions sociales. Donc c'est passé d'abord par les problèmes de copropriété et de précarité énergétique. Donc en particulier sur nos métiers de syndic évidemment aussi, et puis par nos métiers de bailleurs sociaux. C'est plus récent. Voilà. Concrètement, c'est quoi accompagner vos résidents sur de la précarité énergétique? Concrètement, c'est faire du préfinancement.
c'est travailler avec l'ANA, avec l'ADEME, etc. Et puis les industriels. On travaille évidemment avec la FFB et la CAPEB pour apporter aussi de l'emploi local lorsqu'on fait évidemment des travaux de rénovation énergétique. Donc ça, c'est notre histoire. Mais évidemment, plus récemment, on a été obligé de penser différemment. Je vous ai, dans la présentation, vous avez pu voir qu'on a un engagement social, sociétal très fort. Et si on prend les enjeux aujourd'hui environnementaux, moi j'ai envie de dire qu'on est le 5e élément, à savoir l'élément social et sociétal. Dans les enjeux environnementaux, si on prend les 4 éléments de base, aujourd'hui on parle du feu, on parle de l'énergie, on va parler évidemment de l'eau également, mais on va parler de l'air, de la qualité de l'air intérieur et du carbone. Et on va parler de la terre parce qu'on parle aussi du ZAN. Donc ces sujets, voilà, nous on s'intègre un petit peu comme ce 5e élément. Et ça veut dire que depuis maintenant quelques années, sur notre base sociale et sociétale, on se doit d'aller vers les autres piliers qui vont préserver notre planète. Et pour ça, on travaille bien évidemment sur le bâti bas carbone, on travaille sur des solutions de densité, on travaille sur des solutions d'économie d'énergie et de charge, à la fois pour les bailleurs ou pour les occupants. Mais bien évidemment, pour demain, on travaille aussi à travers des formations régulières. Moi, toutes les semaines, j'ai des formations sur le biosourcé. On travaille, c'était sur la paille là, cette semaine, la semaine d'avant sur la terre crue, sur le chanvre, sur le lin. On travaille effectivement par beaucoup de formations et beaucoup de projets pilotes. D'accord. Projet pilote, peut-être très rapidement en dire un mot. Est-ce que ces projets pilotes sont sur ces constructions biosourcées ? On a des projets pilotes bien évidemment sur le bâti, sur les constructions biosourcées, mais aussi sur l'environnement, la maîtrise des énergies. Par exemple, à Ambarès, on sort là une opération qui s'appelle Naturae. Il y a dans la même opération de 37 logements de la paille, de la terre crue, du bois. On a d'autres opérations où on a beaucoup travaillé sur la lumière, faire des économies d'énergie à travers des démonstrateurs où on avait 3 maisons expérimentales. Sur ces 3 maisons expérimentales, on les a équipées de systèmes différents avec des capteurs, plus de 300 capteurs par maison. Et on a étudié le comportement de la maison sur un fonctionnement, je dirais, standard, qui n'est peut-être pas forcément le fonctionnement de l'habitant, mais en tous les cas conformément aux règles d'usage qui nous sont relativement imposées. Je donne un exemple sur les économies d'énergie. On a monitoré le fait que les carrelages à la mode, un peu gris foncé, anthracite, etc., dans la maison d'à côté, aux mêmes heures, mêmes conditions climatiques, avec un carrelage blanc, on avait 30 minutes d'éclairage en plus sur le gris ou en moins sur le blanc, uniquement en adaptant la couleur de matériaux. Donc évidemment, tout ce qu'on fait en pilote, derrière, on a pour vocation à le décliner dans des vrais projets. C'est le cas, par exemple, du projet d'Ambarès. Mais je peux en citer un certain nombre, des tours en bois de 7 étages en Alsace, etc. Lono, vous, la connexion, il parlait de maisons connectées. Qu'est-ce que derrière, vous avez comme chiffre aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut chiffrer les économies que l'on réalise à partir du moment où on embarque des solutions telles que les vôtres ? Alors, c'est un sujet qui est assez délicat puisque on va dire l'historique sur le retour d'usage et sur les économies reste encore assez faible. Et puis chaque habitat aussi va avoir des caractéristiques bien particulières pour pouvoir avoir une base de comparaison. Mais on a des objectifs en tout cas et des fabricants qui vont commencer à s'engager aujourd'hui sur des retours chiffrés. Je prends l'exemple du thermostat connecté. On va dire qu'en multipliant tous les axes d'amélioration qu'il va pouvoir procurer, c'est-à-dire anticipation de la météo, anticipation de l'allée et venue des occupants, connaissance du temps d'inertie du logement, on va aller chercher jusqu'à moins 20% si on va avoir un thermostat connecté, on va dire classique. Et si on vise à améliorer petit à petit aussi les fonctionnalités du logement, on peut aller jusqu'à confort d'été par exemple avec les volets roulants qui vont s'auto-gérer dans le logement en fonction, pareil, de l'orientation, de la luminosité, de la météo, pour pouvoir
rafraîchir le logement naturellement en été et pouvoir laisser rentrer la chaleur naturelle en hiver lorsque les occupants donnent la priorité de gestion au logement. On va aller donc jusqu'à 30% si on rajoute par exemple cet élément-là. Et puis après, on peut aller sur tous les points que le gouvernement, comme on disait tout à l'heure, nous met en avant sur les capacités d'économie du logement. Donc les appareils en veille, par exemple, donc des prises connectées qui vont s'automatiser quand on va aller se coucher pour pouvoir couper certains appareils et donc du coup peut vraiment passer les consommations sur les appareils en veille à zéro. Et donc là, on a des marges de manœuvre qui permettent sur une technologie très simple d'aller chercher des économies jusqu'à 30% sans avoir à demander finalement aux particuliers de changer vraiment tout son cadre de vie, toute sa routine, mais une technologie qui va l'aider à mieux consommer. Est-ce que les acteurs du neuf aujourd'hui, parce que ce sont des solutions qui sont déjà éprouvées depuis quelques années, sur lesquelles on fait beaucoup d'évolutions, on les moniteur de plus en plus, est-ce que les acteurs du neuf s'engagent sur des vrais déploiements ou est-ce qu'on en est encore à pilote? Et après, je reposerai la question à Franck, mais de faire un pilote et après un pilote. Non, alors on a un peu plus de 70 clients au niveau national. On a des promoteurs de toute taille, nationaux, régionaux et locaux. On a des promoteurs qui s'engagent sur 100% de leur production et on a des promoteurs qui vont plutôt classifier, on va dire, les solutions connectées en termes de gamme. Donc on va y aller progressivement puisque aujourd'hui, on a quand même des surcoûts sur ces matériels-là, même s'ils peuvent être absorbés par d'autres économies ailleurs. Mais on va avoir des promoteurs comme ICAD qui font 100%, Crédit Agricole qui sont aussi sur un contrat cadre à 100%, et puis on va dire sur toutes les tailles, puisque c'est des technologies aujourd'hui qui deviennent très abordables. Sur un surcoût de 600 à 800 euros, on va connecter sur les fonctionnalités que j'ai évoquées tout à l'heure. Et pour l'ancien, pour la réhabilitation, parce que là on a beaucoup d'acteurs du neuf, mais vous travaillez aussi sur cette partie-là. Est-ce que c'est des choses qui deviennent aussi abordables pour le particulier et qui sont de plus en plus usitées? Alors c'est la suite logique, c'est bien d'avoir fait les armes finalement sur le neuf, puisque les contraintes techniques sont quand même beaucoup plus limité. Une fois qu'on a appris finalement du neuf, des process de la promotion immobilière, la transition vers l'existant est beaucoup plus simple, même si il reste cette phase de pré-étude technique pour bien maîtriser l'existant sur le bâtiment existant. Mais en tout cas, le marché d'avenir aujourd'hui, c'est sur l'existant, parce qu'il y a une majorité de projets qu'il va falloir rapidement faire transiter. Alors on parle des passoires thermiques qui sont les priorités, mais l'ensemble des bâtiments aujourd'hui peuvent accueillir des fonctionnalités comme un logement, un thermostat connecté, un détecteur de fumée connecté, de l'analyse de qualité d'air, tous ces éléments-là où finalement on va pouvoir être, avec ces technologies-là, rétroactif sur l'existant. Et alors dans le bâti, aujourd'hui, la base de données des matériaux, la visibilité qu'on peut en donner en termes de performance, c'est quelque chose d'essentiel. C'est devenu essentiel avec la RE 2020 surtout. Donc, je vais juste rappeler 2-3 points avant de développer. La première chose, c'est que chaque objet a un contenu carbone en réalité. Donc, les bancs sur lesquels vous êtes assis, le micro que je tiens dans la main, chacun de ces objets en fait a été responsable d'émissions de carbone dans l'atmosphère, tout simplement pour sa production. C'est-à-dire qu'on a extrait de la matière première, on l'a acheminé dans une usine, on l'a transformé et on l'a acheminé à nouveau dans un magasin, etc. Et il va y avoir encore des émissions à la fin du cycle de vie parce qu'on va devoir traiter ce matériau une fois qu'il va être cassé, qui ne va pas forcément être recyclable, etc. Donc chaque objet, que ce soit dans la construction ou que ce soit dans la grande consommation, a une empreinte carbone associée. La grande nouveauté avec la RE 2020, c'est que finalement le législateur a décidé de calculer et de caper ces émissions pour la partie matériaux et pour la partie énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la construction neuve, la partie matériaux représente jusqu'à 90% de l'empreinte carbone du bâtiment vue sur 50 ans. C'est-à-dire que même si on accumule en fait les consommations d'énergie sur 50 ans, on ne va pas, dans certains cas, dépasser 10% en fait, de l'empreinte carbone du bâtiment. Ça, c'est vrai dans la construction neuve. C'est pas vrai évidemment pour la rénovation, pour laquelle en fait tout passe par le renforcement de l'isolation, etc.
Donc le législateur va amener des caps sur l'empreinte carbone des matériaux. Pour le logement collectif, donc on sera à 740 kg de CO2 par mètre carré construit, pour l'individuel à 640, ce qui reste énorme. Mais ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que la RE 2020 amorce en fait un mouvement. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, pour le collectif, on sera à 740 kg, le législateur a déjà écrit la courbe à moins 35% en 10 ans. Et il est là, en fait, le gros défi. Là, on va être dans une période pédagogique au démarrage, mais à partir de 2025, on va commencer à renforcer ces seuils, et 2028 encore plus. Et à ma connaissance, je ne sais pas si vous constatez la même chose, mais les seuils de 2028, même sur les projets les plus ambitieux qui sont sortis en 2022, n'ont pas été atteints. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un vrai travail à faire pour décarboner d'un côté la partie industrielle, et de l'autre côté, accompagner la maîtrise d'œuvre, notamment les promoteurs, etc., à utiliser des nouveaux matériaux. Vous avez parlé de la paille, de la terre crue. C'est des matériaux qui peuvent avoir des bénéfices sur le plan carbone, mais qui sont des vrais défis aujourd'hui. Je pense que vous l'avez vu sur la partie normalisation, assurabilité, mise en œuvre. Ce qui veut dire, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui déjà pour amorcer ce virage de la RE 2020, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup d'appréhension, beaucoup de défis? Est-ce que tout le monde est outillé sur le secteur de la promotion? Je pense, heureusement, comme elle est applicable déjà, heureusement qu'on est prêt pour la RE 2020. Elle inquiète effectivement pas tellement la maîtrise d'ouvrage jusqu'au jalon 2028. Le jalon 2025, il y a peut-être un peu d'argent à mettre en plus au stade d'aujourd'hui, mais si on travaille ensemble avec les partenaires industriels, avec les bureaux d'études et avec les archis, on doit pouvoir trouver des économies d'échelle, des nouveaux produits qui auront évolué, etc. Donc 2025 nous paraît pas spécialement inabordable. En revanche, effectivement, 2028 et la séquence de 2 ans d'après, c'est encore pire. Mais déjà 2028, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'effectivement, nous, tu disais, on ne fait pas que des projets pilotes, effectivement, mais nos projets pilotes, ils nous servent à 2028 et 2030 ou 2031. Aujourd'hui, on passe assez aisément, je ne parle pas d'argent, mais techniquement, on passe assez aisément, même si chez nous, on mesure un surcoût de 7 à 8% lié à l'impact RE 2020, en dehors de l'impact augmentation du coût des matériaux, ce qui reste finalement inférieur à ce qu'on avait connu comme écart à la RT 2012, où on avait pris d'un seul coup 12-15%, donc on a beaucoup appris, et effectivement, heureusement qu'à chaque fois, on ne va pas prendre 15%. Donc, au quotidien, la RE 2020, ça va. Jusqu'en 2025, ça devrait aller. Les projets pilotes, effectivement, c'est pour 2028 et plus. Et pour faire ça, je dirais 2025 et les conditions plutôt tarifaires, d'optimisation, etc. Nous, on a été désignés récemment comme premier prix de la marque engagée en France 2022. On a décidé, à partir du 1er janvier 2023, de sélectionner des partenaires industriels qu'on associera à nos projets uniquement sur la base de leur engagement RSE et bas carbone. Donc évidemment, tous les gros industriels y sont, mais il y a aussi des acteurs plus naissants qui n'ont pas les mêmes dispositions pour aller vers écrire des livres blancs complets, mais qui apportent des vraies solutions à court terme pour cet engagement-là. Donc oui, dans nos programmes, dès le 1er janvier, on aura uniquement des partenaires qui seront engagés sur ces produits-là. D'accord. Et du coup, comment on fait pour trouver ce marché peut-être parce que pour Hydrao, ça a l'air assez simple, beaucoup plus simple que pour Composite, de pouvoir démontrer finalement la finalité de ce qu'est la solution. C'était la première chose, c'était le pommeau de douche qui permet de visualiser sa consommation. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un marché finalement B2C un marché qui est un marché de professionnels? Alors oui, effectivement, au début, la société s'est lancée après un crowdfunding sur le marché B2C, mais très rapidement, quand on parle logement, évidemment, on pense à tout l'habitat et à tous les professionnels liés à l'habitat. Tout à l'heure, tu demandais si on avait des chiffres d'économie.
On a pu faire des statistiques avec nos systèmes, puisqu'on a une application qui remonte les données de consommation des pommeaux de douche. L'ADEME donne la douche en moyenne en France à une 50aine de litres et les utilisateurs de nos pommeaux sont à un peu plus d'une 20aine de litres. Donc il y a des économies importantes qui sont faites grâce à ces solutions et qui ont séduit effectivement un certain nombre de grands acteurs du monde de l'habitat. On a signé un contrat cadre avant l'été avec Eiffage, Immobilier et Construction, pour la prescription dans les cahiers des charges. On travaille avec des gens comme Bouygues, évidemment. Il y a un immeuble qui est assez connu et assez médiatisé dans le milieu, qui est à Grenoble, qui s'appelle ABC Link City, alors qui est un immeuble utilisé par un bailleur social, mais qui est connecté du sol au plafond, dans lequel on a pu mettre aussi nos différentes solutions. Donc on s'est rapidement inscrit, on va dire, dans l'évolution que cherchaient les professionnels pour mieux gérer l'eau, qui est un fluide, évidemment, qui n'a pas encore eu toute l'attention qu'il méritait par rapport à d'autres énergies ou à d'autres systèmes, comme le thermique ou l'électricité. Alors, à ce titre, on parlait tout à l'heure de la RE de 2020 et puis de la nécessité de s'inscrire dans un certain nombre de contraintes. Donc, nous, par exemple, on a fait rapidement une analyse de cycle de vie de notre pommeau qui nous a permis récemment, cet été, après un certain nombre de démarches qui ne sont pas forcément évidentes, d'avoir ce qu'on appelle une fiche FDES et de rentrer dans la base IGNES, justement pour que les promoteurs qui ont l'obligation maintenant de définir l'empreinte carbone des bâtiments puissent piocher dans cette base et utiliser toutes les informations qu'elle contient. Donc voilà, on s'inscrit vraiment dans l'ensemble de ce mouvement pour accompagner les promoteurs, les constructeurs, tous ces grands acteurs à relever les défis qui sont imposés par ces différentes étapes. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour accélérer les choses ? Aujourd'hui, je pense qu'il y a une somme d'innovations qui, toutes, ajoutées les unes aux autres, nous permettent d'avancer, d'avoir des gains. Comment est-ce qu'on fait pour accélérer les choses ? Damien ? Déjà, le gouvernement a pris parti de réglementer. Donc là, c'est une marche forcée, quelque part, vers la décarbonation. Moi, le sujet, c'est vraiment le carbone. Et il y avait quand même plusieurs options. Le gouvernement aurait pu décider de taxer, par exemple, des émissions à partir d'un certain niveau, etc. Ils ont pris la décision de réglementer et de suivre une courbe, qui est quand même un parti pris assez fort sur cette partie-là. Ensuite, il y a beaucoup de choses. Donc, si on reprend ce que je disais tout à l'heure par rapport aux gros défis industriels, il suffit de regarder ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron hier, qui a accueilli les 27 plus gros industriels les plus pollueurs, c'est ça Pollueurs. C'est ça. Et donc, il y en avait beaucoup qui fabriquent en réalité des matériaux pour la construction, et c'est un vrai gros enjeu industriel, parce que là, par exemple, si je ne me trompe pas, l'usine qui pollue le plus en France, c'est une usine qui produit de l'acier à Dunkerque. Et cette usine-là, elle est aussi sous le coup d'un investissement d'1,7 milliard d'euros pour aller remplacer des hauts fourneaux qui fonctionnent au charbon par des fours électriques et des fours hydrogène. Ça, c'est impulsé par l'État. Il y a de l'aide étatique. L'État, dans les 1,7 milliard, a abondé. Et tout ça, ça vise à accompagner la décarbonation de l'industrie du bâtiment dans son ensemble. Est-ce que ça demande de ton côté encore beaucoup d'éducation sur le secteur où on a la prise de conscience est faite et aujourd'hui les acteurs s'engagent à marche forcée? Alors pour nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment deux choses. La première chose, c'est qu'il y a vraiment la prise de conscience, elle est là. Je ne sais pas si vous confirmez de votre côté aussi. Moi, j'ai plutôt le sentiment que la prise de conscience est là, mais on est sur un sujet qui est très scientifique, qui est assez dur à aborder. Et pour la plupart des acteurs, en fait, on arrive dans un contexte où il y a un problème de disponibilité des matériaux, un problème de hausse des prix, etc. Et le carbone vient encore s'ajouter dessus. Donc ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc il y a un vrai sujet, nous, chez Composite, qu'on souhaite accompagner. On va encore mettre les bouchées doubles à partir de l'année prochaine là-dessus, pour aller accompagner, aller chercher en fait toute la chaîne de valeur du bâtiment en simplifiant, en expliquant bien comment fonctionne le carbone pour que les gens puissent s'en emparer. Je pense que le pire serait que le carbone devienne un sujet de spécialiste et au contraire, il faudrait en fait que tous les acteurs de la chaîne arrivent à s'en emparer, que ce soit l'artisan, l'architecte, le bureau d'études pas forcément environnemental, du coup thermique, structure, etc. et la maîtrise d'ouvrage évidemment. La prise de conscience est là et la marche forcée est déjà engagée de votre côté, toi, Franck?
Oui, alors au départ, on le prend comme une marche forcée et maintenant, c'est comme les premiers pas d'un enfant. Au départ, c'est la marche forcée. On ne sait pas trop comment on va avancer le pied gauche devant le pied droit et puis maintenant, ça devient naturel. Chacun des projets, il est conçu comme ça en se disant qu'est-ce qu'on fait de mal dans ce qu'on faisait avant, qu'est-ce qu'on doit faire réglementairement et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Puis après, on essaye de trouver la bonne équation avec plein d'antinomies, évidemment, avec les pouvoirs politiques locaux, le PLU qui est adapté, pas adapté, qui va bien, qui va pas bien, qu'on nous change. Donc on a un grand besoin de stabilité et des normes réglementaires, mais aussi du pouvoir politique dans ces décisions locales. Il y a 2 niveaux, en fait. Il y a les enjeux énergétiques qui doivent s'appuyer sur une vision régalienne à long terme pour qu'on ait effectivement là, dans le cadre des différents jalons RE 2020, une continuité logique et qu'on puisse se projeter. Là où c'est plus compliqué, c'est une projection locale où on a une grande confusion des élus sur la notion d'écologie et d'environnement. Et donc les notions d'écologie et environnement, parfois c'est très très confus, la différence, alors que lorsqu'on est engagé sur de la réglementation, on voit bien que aller sur l'environnement, c'est pas forcément écolo, puis avoir une vision uniquement écologique fait que par ailleurs on peut passer à côté d'autres sujets liés à l'habitat par exemple. Donc localement c'est plutôt là où on doit avoir une prise de conscience un peu plus à marche forcée que chez les acteurs qui, eux, je pense, comme tous, il n'y a pas que les nationaux, tout le monde a de toute façon, par la réglementation et par le fait de devoir se démarquer, de répondre aux besoins et aux intentions de nos acquéreurs, de nos locataires, parce que de toute façon, le locataire, il a les mêmes attentes en termes de charges particulièrement. Donc, la marche, elle est engagée plus que forcée de notre côté. C'est plutôt les élus locaux qu'on a envie d'interpeller. Et c'est vrai que la consommation d'énergie est rentrée aujourd'hui dans les 2 premiers critères de recherche d'un logement. Donc c'est des choses qu'on regarde en premier sur sa recherche. Mais est-ce que face à ces problématiques de hausse des prix de la construction, de gestion de ces données politiques de PLU, est-ce qu'à un moment donné, on remet quand même le surplus du coup de la connectivité, par exemple, en misant sur long terme, et en se disant ça peut faire 30% de moins de dépenses d'énergie? Alors, ce qui s'est passé, alors c'est qu'il y a eu beaucoup de projets là qui ont été impactés, on va dire, par une multitude de critères qui ont été réalisés depuis 2019, les élections qui ont mis un coup d'arrêt au dépôt de permis de construire, enchaîné par le Covid, enchaîné par les conflits géopolitiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des projets qui sont en difficulté financière. On peut pas non plus forcer l'installation de ce genre de solution, sachant que ça nécessite quand même un surcoût par rapport à une construction classique. En tout cas, encore aujourd'hui, les coûts visent à être réduits au maximum dans les années qui vont arriver pour finalement arriver à parler de produits intelligents, mais finalement de produits tout court, puisque chaque produit aura son intelligence embarquée pour pouvoir optimiser son fonctionnement. Mais effectivement, on a été, on va dire, retardé dans l'adoption de ces technologies-là, en tout cas dans les projets neufs, puisque des projets qui sortent en fait en 2022 ont été conçus 5 ans, voire 7 ans en avance, et l'enveloppe budgétaire va avoir ses limites. Quand on a 30% de coûts d'augmentation sur un projet immobilier, on va devoir faire de l'arbitrage, et forcément, le connecté vient un petit peu en bout de course. Alors malheureusement pour l'utilisateur final, puisque c'est le retour sur investissement pour lui va être direct, quand on parle de moins 20 à moins 30% sur sa consommation, un thermostat connecté est rentabilisé en à peu près un an et demi. Mais malheureusement il faut faire de l'arbitrage. Donc il y a des choses peut-être plus importantes à mettre en priorité. Mais par exemple, je peux prendre
on va dire l'adoption et la proposition aujourd'hui de bornes de recharge de véhicules électriques. On a un objectif d'en augmenter le nombre en France à son maximum. Malheureusement, aujourd'hui, quand on livre un programme neuf, l'expérience pour déclencher une prise de recharge électrique dans sa place de parking, ça reste une bonne galère. Ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6, 7 mois d'attente pour pouvoir avoir sa prise. Donc, c'est ce genre de choses aujourd'hui qui sont un petit peu décorrélées avec tout ce qu'on vient de dire. C'est de dire qu'effectivement, il y a une prise de conscience et on sent que la volonté est là pour pouvoir faire la démarche de la transition numérique et écologique. Malheureusement, aujourd'hui, le contexte fait qu'on va avoir des arbitrages à faire, le promoteur en priorité. Et après, par contre, sur l'existant, c'est plus simple puisqu'on part avec un budget aujourd'hui qu'on va pouvoir définir à l'étape de rénovation. Et on va dire les phases de chantier sont beaucoup plus courtes. Donc on va avoir une facilité de déploiement du connecté sur le bâtiment existant. La réhabilitation, c'est aussi un énorme sujet pour les économies d'eau. Oui, alors tout à fait. Juste pour revenir sur l'aspect sensibilisation en une minute, dans les dernières années écoulées, on voyait sur des salons comme ça, par exemple, on était obligé d'expliquer aux gens qu'il fallait faire attention à l'eau. Cette année, suite à la canicule et aux autres événements climatiques, on a plutôt vu venir vers nous des gens qui disaient bon, voilà, on est très sensibilisés maintenant sur l'eau, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'économiser ? Et là, maintenant, on parle de plus en plus d'énergie et les gens savent peu que, par exemple, quand on prend une douche ou de manière générale, quand on utilise de l'eau chaude sanitaire, on dépense plus en énergie pour chauffer l'eau qu'en eau elle-même. Donc c'est un sujet qui est de plus en plus prégnant dans l'habitat de manière générale et dans les trajectoires d'économie d'énergie pour la RE 2020, par exemple. Oui, donc effectivement, pour accélérer la prise de conscience, on peut travailler évidemment sur des nouvelles solutions, on peut travailler aussi sur le prix des solutions. Comme tu disais, c'est vrai qu'il y a toujours une argumentation à faire autour du coût de l'investissement par rapport aux économies qu'on va pouvoir dont on va pouvoir bénéficier à 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc c'est des sujets sur lesquels nous, on essaye de travailler. Alors, avec des sites pilotes qui permettent de montrer qu'effectivement, en investissant à un moment donné, on peut réussir à en bénéficier assez rapidement, en développant des nouvelles solutions qui permettent aux exploitants de bâtiments d'avoir un meilleur contrôle sur l'utilisation, en l'occurrence pour nous, de l'eau, parce que c'est notre sujet, de détecter les fuites, les consommations anormales, de faire en sorte que dans le neuf, évidemment, il y a moins de difficultés, mais sur la rénovation, par exemple, d'accompagner les exploitants, les bailleurs, les promoteurs, pour que le bâtiment, à travers un certain nombre de nouveaux équipements, de nouvelles solutions, puisse avoir une seconde jeunesse et puisse s'inscrire dans toute cette démarche de transition environnementale et énergétique. Comment est-ce qu'on regarde, comment est-ce qu'on découvre des innovations, Franck ? Parce que c'est peut-être pas évident d'arriver à connaître Hydrao ou d'avoir des solutions comme Composite ou Lono. Qu'aujourd'hui, en étant un industriel, quelle est la démarche qui fait qu'on peut découvrir des startups, des innovations, des boîtes déjà peut-être plus installées, mais qui peuvent apporter quelque chose sur ces enjeux-là? Alors nous, on a trouvé la boîte magique. On a adhéré au projet de l'association French PropTech depuis quasiment son origine. On est partenaire de French PropTech, donc on finance une partie du fonctionnement de l'association qui fédère environ 400 startups. Et donc, ça nous permet bien évidemment de sourcer, mais évidemment aussi de pitcher sur nos besoins, d'écouter les solutions, de les partager à travers une plateforme. Donc, toute la plateforme de French PropTech nous permet depuis plusieurs années, c'est pour ça qu'on n'a pas attendu, nous, le Covid, et pour se lancer dans les
l'étude, l'analyse des solutions numériques telles qu'elles pouvaient nous aider, parce qu'on était bien conscient que on ne pouvait pas avancer tout seul uniquement avec nos bottes et nos cirés, nos casques. Il fallait qu'on se transforme, nous aussi, avec un regard nouveau. Alors, parfois, on est confronté à des solutions qu'on nous annonce comme innovantes, qu'on connaît depuis très longtemps. Parfois, on nous présente des startups qui sont là depuis très longtemps aussi, mais ça veut dire qu'on les connaissait peut-être plus ou moins, ou qu'elles ont dû s'adapter à notre métier. Si je reviens sur le sujet de l'eau, par exemple, c'est un sujet qui a été traité depuis assez longtemps dans la construction de maisons individuelles, avant la RE 2020, puisque des récupérateurs d'eau grise, on en a déjà mis dans des maisons, on en met dans des maisons depuis relativement longtemps, en incorporant à la place d'un ourdi un récupérateur d'eau grise. On a finalement aussi dans les maisons, maintenant il y a des vides sanitaires partout, on met facilement des bâches à eau pour récupérer, ça c'est de la low-tech. On met une bâche à eau et on récupère les eaux de pluie. Il n'y a pas le gros bidon bleu de 150 litres au pied de la façade. On sait faire. Et donc, il y a à la fois dans cette veille, il y a des solutions, évidemment, comme je l'ai évoqué, qui sont numériques, mais il y a aussi des solutions de low-tech, parce que, de même qu'on a maintenant pris l'habitude de dire que l'énergie qui coûte la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Bien sûr, maintenant, on connaît cet adage, mais il y a aussi la tech, celle qui consomme le moins, parce que la tech, ça consomme aussi du carbone. Donc, la tech qui consomme le moins, c'est aussi la low-tech. Et il faut qu'on fasse la part des choses entre des solutions qui vont être souvent du bon sens, technique, et on va lui mettre un peu de pilotage, un peu de domotique, un peu d'intelligence. Et c'est ce qu'on essaye, nous, de retrouver à travers toutes les relations qu'on noue avec l'écosystème de la PropTech. Et moi, j'ai pour habitude de dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus nous dissocier. De même qu'on ne peut pas dissocier la maîtrise d'ouvrage des industriels qui fabriquent des chaudières et des parpaings. Aujourd'hui, on ne peut plus dissocier la maîtrise d'ouvrage de la tech. Et comment est-ce que la tech mesure son empreinte carbone Alors ça, c'est une bonne question. Nous, pour le coup, on a des fonds impact, donc on est obligé de faire une mesure d'impact environnemental une fois par an. C'est un reporting qui nous est demandé, mais pour le coup, on est très peu consommateur de matière, à part quelques PC. On a une empreinte carbone qui est assez bonne, et en plus de ça, on a beaucoup d'employés qui sont très engagés. Donc, de tête, je pense que sur 12, on doit avoir 2 personnes qui ont une voiture. Et c'est des gros aficionados du vélo. Ils m'ont fait acheter des fourchettes et des tupperwares pour pas jeter des emballages. Donc on est très engagés de ce point de vue-là dans l'équipe. Chez Lono, c'est la même chose? Alors c'est vrai qu'on a basculé beaucoup en télétravail, donc on va limiter les déplacements, mais après, plus dans la partie, on va dire, sourcing des technologies, puisqu'en travaillant finalement avec les professionnels de l'immobilier, on va les accompagner dans le choix des meilleures solutions avec le meilleur retour sur investissement. Et dans ce choix de technologie fait partie tout ce qu'on vient d'évoquer, hein, les bilans carbone, la partie recyclage des matières premières, etc. Donc ça fait partie des conseils qu'on va donner aux professionnels qu'on va accompagner quand on va lui définir la solution qu'on va installer. La même chose chez Hydrao, j'imagine que vous êtes extra sensibilisé. Alors oui, bien sûr. Vous mesurez votre consommation d'eau? Alors on mesure la consommation d'eau. La start-up a été créée par quelqu'un il y a 7 ans maintenant qui est extrêmement sensibilisé aux problèmes environnementaux. Donc c'est pour ça qu'il a décidé d'aller vers des solutions, en particulier sur la préservation de l'eau. Disons que les gens qui viennent travailler dans l'équipe sont généralement assez sensibilisés dès le départ, donc font attention, ont des comportements. Alors je ne sais pas si on n'est que 2 à avoir des voitures sur 12, mais il y a effectivement beaucoup de gens qui viennent en vélo, en transport en commun. En plus, on est à Grenoble, on est un peu sportif, donc ça aide. Donc voilà, il y a toute une démarche. Et puis plus sérieusement, en fait... Donc nous, on conçoit des produits qui sont quand même un peu high-tech, mais on a essayé de le faire avec les démarches d'analyse de cycle de vie,
Par rapport à la vie du produit, on a des produits qui sont déjà à 25-30% avec des matériaux recyclés, et on essaye petit à petit d'augmenter cette proportion. Comme il y a un certain nombre d'éléments dans le pommeau, au cas où éventuellement il y ait par exemple la turbine qui lâche, on a fait en sorte de ne pas changer le pommeau, mais avec des tutoriaux, de proposer aux utilisateurs, aux bailleurs, de changer la turbine pour économiser les matériaux justement du pommeau douche. Donc on a toute une démarche, je dirais, en interne et dans la vie des produits pour essayer de coller au plus près de ces préoccupations environnementales. Allez, alors un dernier mot. On va peut-être commencer de ce côté. Votre vision pessimiste, optimiste. J'imagine que avec les innovations que vous portez, vous êtes optimiste et vous croyez qu'on peut réussir à relever ce défi et ces enjeux climatiques. Moi, je suis optimiste à plusieurs égards en réalité. La première, c'est que les solutions existent. Ce serait un peu plus embêtant si les solutions n'existaient pas et que, comme le disait mon copanéliste tout à l'heure, il y a beaucoup de solutions qui sont simplement du bon sens. Donc rien qu'en allant enclencher ce bon sens-là, on peut déjà faire un bout du chemin. La deuxième chose, c'est simplement l'augmentation de l'engagement. On en parlait tout à l'heure. C'est évident que sur les 2 ou 3 dernières années, il y a un engagement sociétal qui est en train de prendre de l'ampleur. Tout à l'heure, je vous disais qu'on est en marche, notamment à cause de la réglementation. Je pense aussi qu'il y a une vraie demande qui apparaît et qui est en train d'accélérer très fortement, où on va avoir un public qui va de toute façon demander à ce qu'on soit responsable. Question. Optimiste aussi, d'accord, pour la techno existe. Aujourd'hui, nous, ce qu'on met en avant, en tout cas, c'est quand la tendance va plus vite finalement que la rectification du comportement humain, on met la technologie au bénéfice finalement de la rectification de ces biais-là. C'est-à-dire que dans le logement, aujourd'hui, si on sort de son logement et qu'on n'a pas la capacité de baisser les différentes températures de chauffage, de couper les prises, en fait, on les voit, hein, les pubs aussi aujourd'hui gouvernementales qui nous insistent à faire ces gestes éco-responsables. La technologie est là pour le faire à notre place et dans l'objectif finalement de nous réapprendre à mieux consommer en mode accéléré, parce que du coup on n'a pas le temps finalement aujourd'hui de réapprendre à consommer. Il va falloir le faire, mais il va falloir le faire de manière très accélérée, et la technologie est là pour nous aider à faire ça. C'est optimiste. Bertrand, la même chose. Oui, alors optimiste, je crois qu'on a un défi en face de nous qui est extrêmement important quand on s'imagine à l'horizon 2030-2050. Alors nous, on a essayé de bâtir les solutions sur un triptyque pour réconcilier économie, écologie et plaisir, hein, pour que ça soit pas punitif, mais que ça soit pédagogique, voire ludique, et que les gens, ça les incite à faire ces démarches. Donc nous, on se rend compte qu'effectivement, il y a une sensibilisation de plus en plus forte. Je pense qu'aussi nos entreprises, que ce soit des promoteurs déjà installés ou des startups, on a un rôle citoyen pour promouvoir des solutions qui vont aider les gens, parce que souvent ils se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'inscrire dans ces démarches. Donc on a un rôle vraiment citoyen pour aider les gens à s'inscrire dans ces démarches. Donc voilà, on va essayer de continuer de travailler dans ce sens pour l'ensemble du marché, l'ensemble des particuliers. Franck, le mot de la fin ? Ah non, je ne veux pas avoir de mot de la fin. Le mot de l'espoir, c'est jamais le mot de la fin. Moi, je vois les choses en 2 temps. Hein. On parlait des échéances 2028, 2030, etc. Là, on est dedans. On voit qu'on peut être optimiste parce qu'on y arrive. Et puis, il y a les horizons 2050 qu'on nous impose. Et là, on n'a pas de raison ni d'être optimiste ni d'être pessimiste. Ça va dépendre de tout un tas d'éléments qu'on ne maîtrise pas, tous les éléments externes. Donc l'optimisme, nous, on va le mesurer déjà à plus ou moins court terme. La seule chose qu'on peut avoir de plus optimiste, ce serait, comme je disais tout à l'heure, d'espérer une stabilité des normes et du projet de loi de finances, de manière à ce qu'on puisse y voir clair sur les aides des uns, des autres, sur les orientations qui seront prises, pour qu'ensuite on s'appuie dessus de façon durable. Et comme ça a été évoqué, bien évidemment, c'est aussi l'usager que nous sommes qui est un peu en retard sur ce qu'on peut proposer comme produit, parce que
il y a de moins en moins de greenwashing. Aujourd'hui, on est parti avec des normes et des règlements qui nous imposent. Donc, parfois, on le fait pour de la com, mais on est de toute façon obligé de le faire par règlement. Donc, le greenwashing, de fait, il y en a moins, il n'y en a quasiment pas. Il faut aussi voir ça comme un optimisme, c'est-à-dire que dès lors qu'on ne fait pas, comme on a pu le voir sur certains labels, je pense à E+C-, des choses comme ça, où effectivement, on avait quelques projets qui sortaient, mais avec finalement derrière peu de reproductibilité ou beaucoup de subventions derrière. Là, on est tous engagés, il n'y a pas plus de subventions que ça, c'est comme ça, il faut faire avec. Et donc l'optimisme, on peut le marquer, je pense, parce qu'au moins pour les 10 ans à venir, ça c'est sûr. Eh bien, merci à tous. On a fini pile poil à l'heure. Merci. Merci.